Bonjour à tous et bienvenue dans Agigno consacré aux 20 ans d'Harry Potter. Allô Mora, je déclare ouverte cette émission consacrée aux 20 ans d'Harry Potter. Alors tout le monde a honte parce que je suis préparé à ce lancement. Okay, d'accord. Mais moi j'étais pas préparé, on n'était pas préparé. Donc dans cette émission un petit peu spéciale, on va revenir sur les 20 ans de Harry Potter, ce que ça fait 20 ans. Alors bon, moi personnellement j'ai pris un énorme coup de vieux en apprenant cette terrible nouvelle. Ça va vite hein. Exactement, ça va vite. C'était très exactement le 28 juin 1997 au Royaume-Uni et un an et demi plus tard en France, le 16 novembre 98 chez Gallimard. Pour en parler, je suis en présence de Erwan, rédacteur en chef de IGN France, et de Nagla Glaçon, social media manager, comme j'aime le décrire, de jeuxvideo.com et également host du podcast IGN, Rien que d'y penser. Alors, ce n'est pas de Disneyland qu'on va parler aujourd'hui, hein, évidemment, mais bien de Harry Potter. Alors, Nagla, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de cette saga ? Mais bien entendu, alors derrière cette saga, bien sûr, il y a J.K. Rowling, hein, qui est devenue une auteure maintenant internationalement. On peut dire ça, effectivement. À la base, c'était pas vraiment le cas. Alors, l'histoire, elle apparaît, elle commence à la réfléchir en 1990 dans un train qui est en retard entre Londres et Manchester, enfin Manchester et Londres d'ailleurs, pour être bien précis. Hein. Donc le train a du retard, elle a quelques idées, elle griffonne des trucs, alors elle a même pas de quoi prendre des notes, donc résultat elle met tout dans une boîte à chaussures à la fin. Plein d'idées comme ça qu'elle a en vrac. L'écriture, donc, du coup, elle va commencer. Alors, le truc qu'on retient quand même sur l'histoire de J.K. Rowling, c'est quand même une grande précarité à cette époque-là. Elle va très vite perdre sa mère. En fait, on est quand même sur des bails très joyeux. Elle va perdre sa mère. Elle va se marier, puis très vite se faire mettre dehors d'ailleurs par son mari avec un bébé dans les bras en 1993, quelque chose comme ça. Et donc, dans ces moments où ça va pas trop, eh bien, elle prend le temps d'écrire, de se retrouver dans un café. C'est ça, et ça va donner lieu d'ailleurs, le travail sur la perte des parents pour Harry va être vachement retravaillé suite à la mort de sa mère, etc. Il va y avoir plein de choses qui vont être intégrées à l'histoire suite à son propre vécu. Et donc elle va passer dans une phase de précarité, de chômage, de dépression. Elle envisage même le suicide. On parle pas de trucs super joyeux. Comme dans Harry Potter. Hein. Ouais, c'est pas faux. Et finalement, après beaucoup de boulot, il va effectivement falloir attendre 1997 quand même pour que le livre sorte enfin, au moment où elle commence à retrouver du travail. Elle se dit à ce moment-là, donc il faut que je finisse le livre maintenant, sinon j'aurai jamais le temps de le finir. Donc elle bosse dessus jour et nuit, histoire de faire ça bien. Et la première sortie, alors c'est comme pour toutes les sorties de bouquins, la galère pour trouver un éditeur. Je crois qu'il y a une vingtaine d'éditeurs anglais qui ont refusé le script. Et au départ, la première édition, c'est 1000 exemplaires. Ouais, c'est 1000 exemplaires. 1000 exemplaires. Beaucoup, et quelques années plus tard, on parle de quelques années, c'est des millions de livres, que ce soit des livres ou des livres sterling d'ailleurs, puisque effectivement la précarité est maintenant un peu plus loin. Très très loin, effectivement. Bon, moi je voulais un peu revenir sur la façon dont vous avez découvert cette saga. Donc Erwan qui est, on va le dire, un petit peu plus âgé que nous. Et donc, je suis très curieux de savoir comment est-ce que Très sympa. Comment est-ce que tu as découvert cette saga ? Non, mais c'est bien, ça fait un autre point de vue, tu vois. Via les films. Via les livres, mais en fait, parce que je voulais mettre ma fille dessus, moi, Harry Potter, au début, je m'en foutais un peu. Parce que je suis un lecteur d'auteurs anglais, que je lis Pratchett, Douglas Adams, Robert Heinlein, des choses comme ça. Donc tu vois, dans le genre fantastique, fantasy et tout ça, anglais, j'ai d'autres attentes. Donc j'avais respecté le truc, je savais que c'était bien, mais bon, je m'y intéressais pas trop. Et puis je me suis dit, bon, ma fille a l'âge de lire, ou en tout cas, je vais lire des trucs à ma fille. J'ai comme lu Le Seigneur des Anneaux avant Harry Potter. Ah oui, effectivement. Oui, bon, mais oui. Quand elle avait 7 ans, mais... Non, mais c'est normal. Ouais. Mais donc je me suis dit d'abord les livres, et puis après on verra les films. Et puis ça a mis un peu de temps parce qu'elle avait décidé que c'était nul, donc elle voulait pas lire tout de suite. Écoute, très bien. Alors ne jugeons donc pas. J'ai un peu forcé. Je vous le demande. Non mais après, une fois qu'elle a vu que c'était bien, parce que bon, ça restait Harry Potter, super efficace. Elle est revenue dans le droit chemin. Voilà, donc après c'était parti, toute la saga, etc. Et toi, Nagla, comment est-ce que tu as découvert par les livres, j'imagine ? Par les livres, effectivement. C'est au moment de la sortie du 4, si je dis pas de bêtises. On m'a offert pour un anniversaire, je crois, quelque chose comme ça, le premier tome et le 4e tome.
Alors c'est bien parce que du coup il m'en manquait 2 au milieu, donc c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Mais du coup j'ai commencé le machin. Alors c'est comme souvent moi avec les livres, au début c'est oh là là, j'ai pas envie, beaucoup de trucs à faire quand même. Oula. Et puis à un moment donné tu t'y mets et tu n'en sors plus. Et depuis la sortie du 5, 6, 7, c'était quasi day one quoi. Voilà. Et ben moi, ma maman, elle me lisait les livres Wow. en changeant le ton des personnages et ça, c'était quand en même changeant pas les mal. couches. Les couches de personnages. Et non, et du coup, c'est comme ça effectivement j'ai découvert. Je crois que c'était au tout début quand c'est sorti à la fin de l'année 98 parce que ça avait quand même déjà beaucoup fait parler. Le livre avait beaucoup fait parler lors de la sortie anglaise quelques mois plus tard en fait, au moment où ça a vraiment explosé. Il a très vite eu des récompenses. Ouais. Voilà, et du coup Gallimard qui s'est battu à l'époque pour récupérer les droits du livre, enfin de la saga, de ce qui allait devenir une saga effectivement, avait sorti vraiment de manière assez triomphante le premier tome, et du coup ma mère nous avait pris ça pour Noël et nous avait lu ça, nous avait lu les histoires. Bon. Effectivement, il y a eu des livres, c'est ce qui a lancé la franchise. Il y a eu aussi des jeux vidéo, mais ça, on va éviter d'en parler, hein, pour le bien d'Electronic Arts. Mais il y a surtout des films. Alors, clairement, c'est quand même les films qui ont encore plus popularisé la saga, parce que malgré tout, les livres, c'est plusieurs dizaines de millions d'exemplaires vendus, mais les films, certains, enfin aujourd'hui elle est milliardaire, la franchise, il y a eu 8 films, 8 films appartenant à la franchise principale. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que les films valent vraiment les livres ? C'est un peu comme je vais faire un parallèle avec Le Seigneur des Anneaux. Tu vois, Le Seigneur des Anneaux, c'est vachement bien, c'est connu depuis hyper longtemps, mais c'est parce qu'il y a eu les films que beaucoup de gens se sont intéressés au Seigneur des Anneaux. Donc les films Harry Potter, ça a permis à plein de gens de s'intéresser à Harry Potter, à découvrir un peu ce que c'était, et notamment à des gosses qui se sont mis à lire grâce à ça. Donc ça, c'est cool. Par contre, je suis complètement haineux vis-à-vis des films que je n'apprécie vraiment pas. Il y en a quelques-uns qui ressortent bien, si tu veux, rapidement. Le 1, je l'apprécie un peu parce qu'il a un côté Disney. Un peu. Il y a ce côté enfantin qui est aussi dans le... Voilà. Bien et du coup, ça marche bien. Et en plus, comme le livre est pas très gros, ils arrivent à mettre à peu près tout ce qu'il y a. Donc ça passe bien. Il y a quelques fulgurances parfois. J'aime bien Dolores Sombrage dans le 5e film, notamment. Je trouve qu'elle est super bien rendue. Mais typiquement, les combats de sorciers où c'est des petits nuages qui se battent en s'envoyant des petits éclairs, c'est pas possible, quoi. Il y a plein de choses comme ça qui vont pas, et je suis d'avril, je n'aime pas du tout les films. Alors Aaron, toi, les films, les livres, je suis pas très fan non plus, même si ça se regarde les films. En fait, tu comparais au Seigneur des Anneaux, mais au moins le boulot de, comment il s'appelle le réalisateur d'ailleurs, Peter Jackson a donné une œuvre qui est compréhensible, même si c'est résumé à chier, tout ça, mais l'ensemble est compréhensible. Que les bouquins ça a du sens, sont vraiment énormes, même s'il y a beaucoup de choses qui passent. Et pour le coup, je trouve les films Seigneur des Anneaux vraiment intéressants. Voilà, ils sont vraiment bien. Alors que les films Harry Potter, c'est une boucherie. Je veux dire, il manque des morceaux au fur et à mesure, qui en plus sont importants pour la suite, donc ils se raccrochent aux branches. Ils sont obligés de se rattraper d'un film à l'autre. Tu fais comment on va faire pour rattraper ce truc dont on n'a pas parlé? Il y a le deuxième film, le troisième film. Si t'as pas lu le livre, je ne comprends pas comment tu comprends rien. C'est particulièrement perceptible dès lors qu'on s'intéresse à l'histoire de Dobby. Il y a toute cette séquence en fait d'elfes de maison libre dans les cuisines de Poudlard qu'il y a dans le livre, mais qui n'est pas du tout présent dans le film, ce qui est dommage parce que ça cette séquence aurait été intéressante, ne serait-ce que pour la symbolique de l'esclavage, etc., dont on discute dont on parle dans le livre. Mais il y a après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une boucherie, parce que au niveau scénaristique, au niveau de la compréhension, de la construction de l'histoire. Sinon, fait, ça l'est au milieu, lorsque clairement on se rend compte que les oublis des épisodes 1, 2, 3 pose problème dans la compréhension des récits du 4 et du 5. Typiquement, Dobby ressort de nulle part dans le dernier film, là, ou l'avant-dernier, et alors que la scène est censée être quand même forte, là du coup tu fais mais pourquoi il y a un caméo, c'est rigolo, et c'est très bizarre, alors que c'est un personnage qui est hyper important, même s'il fait catanex dans les bouquins, je suis d'accord, mais il est important sur la fin. Donc, on voit qu'ils essaient de se raccrocher aux branches davantage dans les 6, 7, 8 du coup, parce que là je trouve que clairement pour moi c'est les 3 plus réussis avec le 1. Parce qu'on voit clairement que le ton sombre, j'avais peur en fait qu'ils perdent le ton sombre du dernier tome, mais là ça retranscrit bien cette ambiance très morose qu'il y a dans le livre, et justement ça en même temps ça se raccroche aux branches d'une manière assez efficace, même si effectivement il y a beaucoup de choses qui partent en vrille à cause heureusement il y a le charme visuel des décors, des costumes. Ça, à ce niveau-là ils ont bien bossé. Voilà. Même
s'ils n'avaient pas forcément le budget pour les effets spéciaux incroyables, ils ont quand même fait à ce niveau-là du bon boulot. Moi, je trouve. Mais alors, du coup, vous conseillez, par exemple, genre de voir les films et ensuite de lire les livres pour vraiment se convaincre. Le livre, non. Toujours le livre d'abord. Mais justement, on peut se dire, on va voir les films et puis pour approfondir et même encore plus apprécier la saga, lire les livres. Même pas, parce que tu te spoil les moments cool du livre avec des scènes nasses dans le film. Donc ça vaut pas le coup. Histoire de effectivement penser d'abord aux gens qui sont pas très livres et puis qui. Ils en essayent un. Voilà, ils regardent un ou deux films. Ils font le premier et puis hop, après ils prennent toute la saga et ils reprennent les films après. Voilà, ils deviennent des gens sérieux. Faites comme ça. Alors bon, en parlant de la saga, Harry Potter, ce n'est pas que 8 films, c'est aussi plein d'autres projets à venir, notamment... Beaucoup aussi de livres encyclopédiques. Oui, voilà. Alors justement, en parlant de livres encyclopédiques, tu m'offres une magnifique transition, parce qu'on va parler des Animaux Fantastiques, qui va donner lieu du coup à 5 films, je crois que c'est... Non, 4 films. 4 films, je me loupe avec Avatar. Donc il y aura 4 autres films, donc basés sur la licence des Animaux Fantastiques, qui est en fait une petite nouvelle, une petite encyclopédie à la base. C'est une encyclopédie, c'est même pas une nouvelle, c'est juste on vous présente des... c'est un livre qui existe dans le lore Harry Potter, c'est-à-dire c'est le livre Les Animaux Fantastiques, qui a été refait comme un vrai livre, comme si on sortait le livre de l'univers d'Harry Potter pour le vendre. Il y a d'ailleurs une nouvelle édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec de nouvelles créatures. Et le livre en soi, il est cool. T'apprends des trucs sur quelques bestiaux que t'as vus dans les livres, donc c'est plutôt intéressant. Et derrière, ils en ont fait un film de ça, centré autour de l'auteur de ce bouquin-là. Alors justement, est-ce que voilà, c'est un peu le genre de saga où on imagine évidemment des spin-offs. Est-ce que vous pensez que ce spin-off, en ayant eu que le premier film, ça soit utile de faire un spin-off de ce genre-là? J'arrive pas à piger où ils vont en fait avec ce spin-off, c'est très compliqué. Déjà j'ai beaucoup de mal avec ce film, ne serait-ce qu'au niveau de... Tu parlais des films 6, 7, 8 qui sont très sombres, très gris, et en fait tu retrouves la même couleur dans ce film-là, et tu te retrouves donc face à un film qui est presque déprimant au niveau des couleurs, c'est gris, c'est terne, ça donne pas envie, et je comprends pas pourquoi. On n'est pas censé être dans un moment de l'univers, même si tout n'est pas rose effectivement, on n'est pas censé être dans un moment de l'univers où c'est la guerre et où il n'y a pas de raison de faire ça. Ce qui fait que, je sais pas, moi je vois ce film, je comprends pas trop où ils veulent aller. Je suis hyper circonspect et j'ai pas super apprécié le film, je dois le dire. Et toi, Iron, alors on avait déjà fait une émission sur les Animaux Fantastiques, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais quand même, tu l'as vu. Moi, j'avais bien aimé le personnage de John Norbert Dragono. L'histoire est sympa aussi, même si c'est juste un début. Moi, j'aime bien l'univers, donc c'est intéressant de le découvrir un peu plus. Nagla a raison sur le traitement, par contre, qui est un peu bizarre. On a un peu de mal à voir beaucoup d'effets spéciaux et moins de charme, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'effets spéciaux que dans les précédents, qui étaient peut-être un peu plus réalistes en quelque sorte, si on peut dire. C'était un peu plus charmant dans la façon de faire les effets spéciaux, quoi. J'ai pas de moyens et je me débrouille. Et puis t'étais content d'arriver dans un monde des sorciers. Là, t'es pas dans un monde, t'es dans le monde réel, quoi. Ouais. Le monde des humains américains où les Moldus ne sont pas appelés des Moldus. Alors d'accord, ça peut être intéressant de voir justement comment ça coexiste et tout ça, mais... C'est aussi un moyen pour J.K. Rowling d'étendre le lore de la licence en s'intéressant à des pays qu'on n'a pas vus en fait dans les livres, et en l'occurrence les États-Unis. Donc en soi c'est intéressant. Et d'ailleurs les prochains films, le prochain par exemple devrait se dérouler en France. Donc c'est aussi un moyen de s'intéresser à ces pays, alors que la saga d'origine était très anglaise en fait. Oui, et elle a écrit d'ailleurs dans Pottermore. Voilà, justement, plein peut de détails. Pottermore. Qui est le site officiel de J.K. Rowling, où elle rajoute de nombreux textes qui sont des textes très détaillés, très explicatifs sur l'univers. Là, le dernier en date, c'est sur la famille de Harry Potter, sur toute son ascendance, et on apprend même qu'il y a eu un autre Harry Potter dans ses aïeux. Et il y a aussi, elle a aussi parlé de la magie aux États-Unis, donc qui a accompagné le film. Elle a parlé aussi des écoles de magie à travers le monde, donc des écoles même au Japon par exemple. Donc au niveau film, au niveau spin-off, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, quoi. Et puis dans tous les tons possibles, parce que l'univers le permet. Alors, dans le cas des spin-offs, il y a la rumeur qui revient assez régulièrement, mais très rapidement coupée, tuée dans l'œuf par Warner Bros. C'est cette trilogie issue de la pièce de théâtre L'Enfant Maudit, qui est pas véritablement le 8e épisode de la saga de roman, mais ça se passe 18 ans plus tard, alors que le fils de Harry Potter, enfin l'un des enfants d'Harry Potter, arrive à Poudlard et va intégrer une école, en tout cas une des maisons de l'école de magie.
bon, toi tu l'as pas lu. Non, je l'ai pas lu. Pour autant, est-ce que lorsque le projet a été annoncé de cette pièce de théâtre, qui a un immense succès en Angleterre, qui va bientôt s'exporter aux États-Unis, est-ce que tu t'es dit, tiens, effectivement, je voulais savoir ce qui se passait par la suite alors qu'Harry Potter était adulte? Moi, je trouve qu'ils avaient bien bouclé, justement. Elle s'était bien démerdée pour boucler. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans, justement, de cette surfin là où on a 18 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe, où on voit les enfants, on voit un petit peu à la fin du livre 7. Moi, j'aimais bien parce que ça permettait de bien boucler, ça permettait d'envoyer quelques petits messages à propos des directeurs de Poudlard, etc. C'était pas mal. Et le fait de reprendre à partir de là, j'aime pas trop. Alors, après, ça fait peut-être puriste, ce qui veut rester sur ses bouquins et qui n'a pas envie d'en voir plus. Alors peut-être que quand je découvrirai, j'aimerais bien voir la pièce d'ailleurs plutôt que la lire. Il paraît que la pièce est vraiment, vraiment impressionnante. Alors autant peut-être que voilà, quand je découvrirai, si je découvre un jour, je changerai complètement d'avis à ce sujet. Mais pour l'instant, ça m'embête un peu de reprendre la suite de cette histoire. Je me dis que l'histoire elle est terminée et qu'on devrait explorer autre chose. Il y a plein d'autres trucs à explorer, comme disait Erwan. Et toi alors, est-ce que cette idée de spin-off 18 ans plus tard te donnait envie? Exactement le même sentiment. Si je le vois, si j'ai l'occasion de le voir, en plus c'est intéressant pour les enfants. Si tu amènes un enfant au théâtre, c'est une bonne occasion de voilà. Tu vas pas l'amener voir du Sartre, quoi. Là c'est bien. Et sinon non quoi. J'ai pas eu vraiment l'envie spécifique de lire la pièce. Bah d'ailleurs, bon, moi personnellement, je l'ai lu. Bon, c'est pas J.K. Rowling qui l'a écrit, c'est un auteur de roman. Elle co-scénarise quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est sur une idée, on va dire, de J.K. Rowling. Je pense qu'elle a dû écrire un petit pitch sur le coin d'une table parce que je pense ça doit être vraiment... surveillé quand même. Bon, un minimum, mais c'est vrai que bon, ça, le bouquin en lui-même est en fait la retranscription de la pièce de théâtre. On a aussi fait une émission sur le bouquin, donc vous pouvez aussi retrouver sur IGN France notre critique de ce livre / pièce de théâtre. Mais effectivement, le livre en lui-même est pas terrible, c'est très gnangnan, mais à côté, la pièce de théâtre vaut largement la peine d'être vue. Si un jour vous réussissez à avoir des places pour aller le voir en Angleterre, n'hésitez pas, il paraît que ça vaut vraiment le coup. Il pourrait effectivement y avoir une arrivée en France, voilà, on sait jamais. Alors, au niveau des projets à venir et même déjà présents finalement, Nagla, je ne te révertir parce que là on va parler des parcs d'attractions très rapidement. Il y a 2 parcs d'attractions en fait. Toi tu es allé à celui de Londres? Alors non, je suis pas allé parce qu'il fallait réserver. C'est pas un parc, c'est déjà une chose qu'il faut savoir. C'est une visite guidée des studios qui est proposée là-bas. Alors c'est une visite guidée des studios, c'est des grands décors avec plein de boutiques, plein de machins. Donc c'est pas non plus juste voilà. C'est un truc quand même qui cartonne et je m'en suis aperçu à mes dépens en voulant commander d'une semaine à la suivante alors que c'était blindé jusqu'à août. Donc voilà, ça c'est ma faute. Mais du coup, je vais aller voir ça et effectivement, j'ai hâte de voir un peu ce qui est fait, de ce qui ressort. Effectivement, on est complètement plongé dans l'univers. C'est l'intérêt d'avoir fait des films quelque part, c'est que du coup, il y a des trucs qui sont à visiter. Il y a un vrai univers visuel à explorer et qui peut être intéressant. Et aux États-Unis, il y a le parc Universal. Le parc Universal qui intègre effectivement une partie Harry Potter. Que là non plus, je n'ai pas pu aller. Je suis désolé. Bon, forcément, on a quand IGN France me paiera le voyage, ce sera avec plaisir. Oui, alors bon, on va se contenter d'une petite traduction. IGN US y est allé et ils nous ont envoyé des photos. C'est très bien. On les remercie pour les photos. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ça serait bien qu'on ait un espèce de land en France autour de Harry Potter. Ça manque beaucoup. Le fantasme d'un parc Universal en Europe existe. C'est pas complètement débile. En plus, ça pourrait faire une concurrence très sympa. Base, donc c'était un peu débile, c'est ce que tu as entendu. Non, mais ça peut être. Il devait pas le faire en Angleterre. Ça a été exposé. Parle de ça, de l'Angleterre, l'Espagne revient puisqu'il voulait accueillir Disneyland, Espagne du coup, en Espagne à l'époque. Donc ça discute. Il faut voir ce que veut faire Universal. Je suppose qu'en fonction de si ça encore pour un parc. L'idée de la concurrence, ça marche bien, mais parce que en réalité, Disneyland Paris, c'est peut-être un peu hors sujet, mais Disneyland Paris a pas de vrai concurrent direct pour l'instant dans ce continent. Ce qui fait qu'ils sont un peu tranquilles et qu'ils vont. Il y a le parc Astérix, voilà. On pourrait me dire Europa Park, on pourrait me dire Port Aventura. Oui, mais c'est pas vraiment la même ampleur, quoi. Donc un vrai parc Universal, probablement en Angleterre, ce serait pertinent parce que c'est là où de toute façon il n'y a pas grand chose. Ce serait potentiellement l'occasion de voir Harry Potter débarquer. Ça serait, et peut-être à Nintendo Land. Une des attractions majeures. S'il arrivait, ça serait une des attractions principales. En tout cas, ça serait prioritaire, je pense. En Angleterre, Bon, là, je pense qu'on a fait le tour globalement. Il y a les projets de films à n'en plus finir et la pièce de théâtre qui continue et peut-être un parc d'attractions. Enfin bref, voilà. Il y a énormément de choses. En tout cas, c'était les 20 ans de Harry Potter cette semaine.
C'est quand même un sacré coup de vieux. Ouais, grave. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Harry. Et félicitations, J.K. Rowling, pour tout cet argent en banque. Et nous, on se retrouve peut-être pour la suite des Animaux Fantastiques qui sortira l'année prochaine, à la fin de l'année 2018, pour en faire la critique, si on est toujours là. Salut à tous. Salut.